Bonjour à tous, Damien Falco, maître de conférence à l'Université de Haute-Alsace, et je vais évoquer le risque relatif au Covid-19 sur les finances publiques de l'État. Avant de commencer ce sujet, quelques propos introductifs. La pandémie actuelle relative au Covid-19 met à l'épreuve la capacité d'adaptation des États face aux nouvelles exigences relatives à la crise sanitaire. La nécessité de relancer l'économie nationale passe nécessairement par l'évolution des règles de droit et l'utilisation parfois de nouveaux outils juridiques. Parmi toutes les branches du droit, celle relative aux finances publiques connaît une importance évidente et particulière, tant les besoins budgétaires sont importants dans la période actuelle. L'Europe fait partie des territoires les plus durement touchés par la crise sanitaire, et selon l'INSEE, le PIB français a baissé de 5,8% au premier trimestre 2020, et il s'agit de la plus forte récession depuis les premières estimations qui ont été effectuées par l'INSEE en 1949. Première conséquence de ce Covid-19, de cette crise sanitaire sur les finances publiques, c'est l'ébranlement du cadre européen relatif aux finances publiques étatiques. La question de la dette publique revient de manière récurrente dans les débats sur la soutenabilité des finances publiques. Il est important de rappeler que le budget français est déficitaire depuis plus de 40 ans. Cela signifie que la loi de finances annuelle prévoit systématiquement que le montant des recettes est inférieur à celui des dépenses. Ce déficit a bien entendu des conséquences importantes sur les manœuvres économiques étatiques, d'une part parce qu'il creuse mécaniquement la dette publique, qui correspond à l'ensemble des engagements financiers qui sont pris par l'État, et d'autre part, il oblige les États à s'endetter sur les marchés financiers. L'augmentation des dettes étatiques au fil des années a produit des conséquences importantes puisque, à la suite de différents événements, je pense notamment aux crises économiques, aux crises budgétaires, à l'évolution des traités européens, toute une série de règles a été mise en place destinées à encadrer les finances publiques étatiques. Et en ce qui concerne la crise actuelle, la Commission européenne la qualifie précisément d'événements hors de contrôle des gouvernements avec un impact majeur sur les finances publiques. Par conséquent, l'Union européenne a décidé d'intervenir afin de permettre aux États d'agir sans enfreindre les règles fixées au niveau européen. Et à ce titre, la Commission de l'Union européenne et le Conseil de l'Union européenne ont considéré que pour la première fois depuis sa création en 2011, les conditions d'activation de la clause générale dérogatoire du pacte de stabilité et de croissance étaient réunies. Cette clause permet aux États de prendre des mesures afin de faire face à une crise, tout en dérogeant aux obligations budgétaires qui sont imposées par l'Union européenne. Et parmi les obligations que les États membres n'ont plus à respecter, figure notamment la règle imposant que le déficit public reste inférieur à 3% du PIB et que la dette publique reste inférieure à 60%. Les règles en matière d'aide d'État ont également été assouplies. Et plusieurs États ont d'ores et déjà utilisé la flexibilité accordée par la Commission en matière d'aide aux entreprises. C'est le cas du Danemark, c'est le cas de l'Allemagne, du Portugal ou encore de la France. Deuxième conséquence, il y a certes une sorte de suppression des contraintes européennes, mais en parallèle, il y a un risque qui est l'explosion, l'augmentation des dettes étatiques. Donc, quels sont les risques relatifs à l'augmentation des dettes étatiques? Comme nous l'avons évoqué, l'État français est en déficit budgétaire depuis plus de 40 ans. Cela conduit bien entendu à aggraver la dette publique. Cette dette est généralement exprimée en pourcentage du PIB afin de faciliter la comparaison entre les États. Pour la France, le montant s'élève environ à 2300-2400 milliards d'euros pour 2019, ce qui correspond à environ 99%, 100% du PIB. L'État, dans cette situation, donc, l'État a l'obligation de recourir au marché financier pour faire face à cette situation. Il fait face chaque année au paiement d'intérêts d'emprunt dont le montant dépasse régulièrement 40 milliards d'euros. Cela signifie, il faut bien l'avoir à l'esprit, que chaque année, l'État doit payer une quarantaine de milliards d'euros avant même de pouvoir commencer à rembourser sa dette publique. Sur ce point, nous sommes en quelque sorte dans une privatisation du droit budgétaire et une sorte de privatisation de la situation économique des États. Pourquoi? Tout simplement car ces taux d'intérêt sont largement influencés, certes par la santé économique des différents pays,
mais également par les agences de notation comme Moody's, Standard & Poor's ou encore Fitch, qui attribuent aux États des notes destinées à évaluer le risque de défaut de paiement. Et finalement, ce système engendre une sorte de cercle vicieux. Plus la situation économique et financière d'un État se dégrade, plus le risque de défaut de paiement augmente. Et cela entraîne logiquement une dégradation des notes attribuées par les agences de notation et une augmentation quasi automatique des taux d'intérêt. Donc cela aboutit à une aggravation de la santé financière des États qui doivent rembourser des intérêts qui sont toujours plus importants. Et finalement, tout le risque de la dette est là, en période de crise. Mettre en place pour les États un soutien important de l'activité, conduisant à une augmentation de la dette et des taux d'intérêt, mais également conduisant à une augmentation des difficultés pour rembourser la dette a posteriori. Et cette situation est finalement celle qu'a connue la Grèce en 2009, puisque l'agence de notation Fitch avait ramené la note de la dette publique grecque d'A- à BBB+, avec une perspective négative entraînant une crise de la dette souveraine et obligeant les États membres de l'Union européenne à réagir. Durant cette crise sanitaire et économique, un véritable risque pèse sur la solvabilité de certains États. En cas d'augmentation brutale des taux d'intérêt, certains gouvernements seraient contraints d'augmenter les impôts ou de réduire les dépenses, ce qui pourrait soulever de vraies difficultés politiques. Et en anticipant une telle situation, les créanciers de certains États pourraient hésiter à continuer à prêter de l'argent, entraînant les États dans un scénario catastrophe de même nature que ce qu'a connu la Grèce à partir de 2010. Donc nous avons vu ce risque et nous arrivons finalement à la troisième conséquence. Étant donné que l'augmentation des dettes étatiques présente un certain risque, ne faudrait-il pas, c'est la question qui se pose depuis plusieurs semaines, émettre plutôt une dette commune au niveau européen? L'idée d'une dette au niveau européen revient à certains États membres qui ont récemment émis le souhait d'émettre ce qu'on appelle des corona-bonds. L'idée ici serait d'émettre des titres par une institution déjà existante ou à créer. Celle-ci placerait les titres sur les marchés financiers en bénéficiant de la crédibilité de tous les États membres de l'Union européenne. En effet, en ayant le crédit de tous les États, dont ceux n'ayant pas de difficultés budgétaires, cette dette commune serait considérée comme très sûre sur les marchés financiers. Donc l'idée est surtout intéressante pour les États dont les dettes étaient déjà élevées avant la crise sanitaire. Cependant, l'émission de Corona-Bonds a aussi ses détracteurs, puisque l'idée consiste à créer une dette unique, mais par conséquent un taux d'intérêt unique. Certes, le système est plus avantageux pour les États ayant des difficultés budgétaires, puisque le taux d'intérêt serait un taux moyen calculé sur la moyenne des risques pesant sur les États, mais le dispositif serait également pénalisant pour les États les plus vertueux sur le plan budgétaire. Cette idée de solidarité interétatique dans le domaine budgétaire est un sujet finalement ancien, puisque Stuart Holland en 1993 avait déjà évoqué cette idée. Celle-ci avait ressurgi en 2009 lorsque la Banque européenne d'investissement proposait d'émettre ce qu'on avait appelé à l'époque des eurobonds pour lutter contre la crise financière liée aux subprimes. Cette proposition a été rejetée, aboutissant tout de même à la mise en place du Fonds européen de stabilité financière en mai 2010 pour une durée de 3 ans, et ce mécanisme a finalement abouti à ce qui est en place aujourd'hui, c'est le mécanisme européen de stabilité. Cette stratégie de relance par l'émission de Corona-Bonds soulève de nombreuses difficultés. Plusieurs États membres de l'Union européenne, je pense notamment aux Pays-Bas, je pense à l'Autriche, je pense à l'Allemagne, ont rejeté cette idée. Si cette prise de position peut sembler critiquable, il est possible de se demander si cette idée de départ était adaptée aux enjeux actuels. La levée de fonds sur les marchés au nom de tous les pays européens nécessite tout d'abord de nombreuses évolutions au niveau européen, tant sur le plan juridique que politique ou institutionnel. Or, ces limites semblent difficilement surmontables au regard de l'importance d'agir rapidement pour faire face à la crise. Le premier obstacle à l'apparition des corona-bonds est d'ordre juridique. Certains commentateurs mettent en effet en avant l'article 125-1 du traité européen, dite clause du no buy-out, pour s'opposer à l'idée des corona-bonds. Ce texte interdit à l'Union européenne et à ses membres d'être responsables des engagements d'un autre État membre. On voit donc une première limite, même si cette clause n'est pas absolue.
D'une part, le texte interdit seulement de garantir des dettes d'un État membre ou d'un secteur public d'un État membre. A contrario, cela signifie que les États ou l'Union européenne restent libres d'acheter de la dette souveraine de notre État membre. D'autre part, le texte comporte une exception pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Or, je pense que dans la pandémie actuelle, nous sommes dans le cadre de la réalisation d'un projet commun et spécifique. Le deuxième obstacle est d'ordre politique. Il semble évident que l'évolution vers une dette commune à tous les États membres conduirait à se rapprocher d'un modèle de fédéralisme budgétaire, modèle qui a toujours été rejeté par les États qui souhaitent conserver en priorité leur souveraineté financière. Pour conclure, nous pouvons dire que la crise relative au Covid-19 entraîne d'importantes conséquences sur le plan budgétaire pour les États membres. Le cadre européen bénéficie toutefois d'une certaine souplesse suffisante pour permettre aux États d'agir sans contrainte pour soutenir l'économie. La relance économique est en effet un sujet essentiel pour permettre aux États de ne pas tomber dans un scénario catastrophe, même si certains d'entre eux doivent indispensablement trouver le juste équilibre entre soutien de l'économie et risques liés à l'aggravation abusive de la dette publique. Je vous remercie.